appelle les Français à se rassembler pour le redressement économique de la France. L'attentat manqué contre Margaret Thatcher, il aurait été préparé depuis plusieurs semaines par les commandos de l'IRA provisoire. Le Tour de Lombardie remporté par Bernard Hinault devant le Belge Ludo Peters. Et puis le 11 tricolore, facile vainqueur des Luxembourgeois sur le score de 4-0. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un week-end sportif très profitable pour les Français avec deux bien jolies victoires. Le mérite de la première revient aux footballeurs français qui se sont facilement débarrassés des Luxembourgeois sur le score de 4-0. Nous y reviendrons dans un instant. Juste le temps de nous arrêter sur l'autre victoire de ce week-end, celle de Bernard Hinault dans le Tour de Lombardie. Bernard Hinault qui aura donc attendu la fin de la saison pour faire des étincelles après sa victoire dans le Grand Prix des Nations. Dominique Leglou. Quelle belle fin de saison pour Bernard Hinault. Après une victoire en contre-la-montre aux Nations, une victoire en couple avec Moser dans le Trophée Baraki, voici le troisième volet avec une victoire au Tour de Lombardie, l'une des plus grandes classiques annuelles. Une victoire en solitaire dans une région qui incite plus à la balade qu'à l'effort. La balade du Campionissino, seul depuis la côte de San Fermo des Pataglia. En Lombardie, on vénère Bernard Hinault, dont c'est le deuxième succès après celui de 1979. Le lac de Caume l'inspire, l'air de l'automne a des frissons de bain de jouvence. C'est le 8e succès français, Garrigou, Bobet et Darrigade, entre autres, ont connu l'honneur du palmarès. Hinault l'emporte facilement, comme à ses plus beaux jours, avec près d'1 minute d'avance sur un groupe de 5 coureurs réglés au sprint par Ludo Peters. Hinault aime le Lombardie, il était en condition, il s'est prouvé à 30 ans qu'il était encore capable de gagner une grande classique. Performance qu'il n'avait pas réussi depuis 18 mois. Mais ça, il en était parfaitement convaincu. La signification de son succès, c'est ailleurs qu'il faut la chercher, comme il l'a confié à Jean-Paul Olivier. Cette victoire a une signification assez importante parce que c'est le résultat du travail qu'on a fait. Pour ceux qui ne croyaient pas dans la méthode que je lis, je crois que maintenant les preuves sont faites. Et puis aussi c'est une grande satisfaction pour moi et pour ceux qui ont eu confiance en moi dans les projets qu'on a fait. Et maintenant on peut dire une chose, c'est qu'on peut remercier le chirurgien qui m'a opéré, qui a eu confiance aussi, qui n'a pas eu peur d'ouvrir pour voir ce qu'il y avait. Et je crois que de ce côté-là, on peut remercier tous les gens qui ont fait confiance à Bernard Hinault. L'autre événement sportif de ce samedi a été signé par le 11 tricolore qui s'est imposé sans le moindre problème devant les Luxembourgeois sur le score de 4-0. Les Français ont dominé leurs adversaires dès les premières secondes de la rencontre, puisque moins de 2 minutes après le début du match, c'est Battiston qui ouvrait le score. Un grand-duché mais une petite équipe du Luxembourg, une victoire facile mais sur une mi-temps seulement. Certes, l'essentiel est fait, la Coupe du Monde 86 débute sous de bons auspices avec un succès à l'extérieur. Succès acquis rapidement, Battiston dès la 2e minute, relais avec Giresse, tir croisé à ras de terre, Van Ryswyk est battu pour la première fois. Voilà qui libère l'équipe de France car jouer sur un petit terrain, aux limites de la normalité. Face à une équipe réputée faible, c'est un piège dont il convient de sortir rapidement. Bien joué donc, d'autant qu'à la 13e minute, une nouvelle accélération. Giresse, la balle circule vers la droite, aboutit à Bibard qui centre pour qui vous savez, bien sûr Michel Platini, 2-0. Pour les deux buts suivants, à l'origine, les Luxembourgeois plutôt leur maladresse. Une mauvaise passe, interceptée par Tussaud. Pour Fernandez, qui fixe bien 2 défenseurs et alors qu'on attendait un mouvement vers la droite, donne dans l'axe à Stopira, à la limite du hors-jeu. 3-0 pour la France après moins d'une demi-heure de jeu. Pour son retour en équipe de France après 17 mois d'absence, voilà un bon point pour Stopira. Scénario identique pour le 4e but. Veille se cafouille, Brisson lui n'hésite pas et en 2 mouvements. Centre pour Giresse qui manque sa volée, cela n'échappe pas à Stopira qui a bien suivi et qui inscrit son 2e but. Sans trop de difficultés, 4-0, on joue depuis 33 minutes. Le match est déjà terminé malgré quelques velléités luxembourgeoises, souvent sous l'impulsion du tandem breton Reiters-Langers. 2 hommes qui jouent en France en Division 2 à Guingamp et Quimper. Voilà qui est significatif de l'écart qui sépare les 2 équipes. Voilà pour le sport de ce samedi. François Mitterrand mettait aujourd'hui un terme à son voyage de 3 jours en Aquitaine. Le premier jour avait été consacré au dialogue avec l'opposition, le second à l'autorité de l'État, puisque M. Mitterrand était au Pays Basque. Aujourd'hui, le chef de l'État, qui était dans les Landes, a demandé aux Français de s'unir pour assurer le redressement économique de la France. 3 mots-clés pour François Mitterrand: rassemblement, modernisation et justice sociale. Le résumé de cette dernière journée avec nos envoyés spéciaux, Bernard Pradino et Paul Amar. Le président en terrain de connaissance ce matin dans les Landes, chez lui à Souston et ici à Mont-de-Marsan, ville socialiste.
Discours de 3/4 d'heure devant l'hôtel de ville avec un appel au rassemblement. Pour M. Mitterrand, le redressement national est commencé. Le président demande aux Français, et notamment à ceux qui l'ont soutenu, de ne pas céder au découragement. Comment ne rencontrerait-on pas une certaine incompréhension, y compris de ceux auxquels nous destinons notre travail? Qui s'en étonnerait? Pas moi, en tout cas. Mais cela manque davantage encore dans la résolution qui est la mienne de poursuivre la tâche entreprise telle que l'a exprimé récemment le Premier ministre, le jeune Premier ministre que j'ai donné à la France. Pour l'emporter, dit le chef de l'État, il faudra répondre aux problèmes sociaux, réveiller l'économie et surtout être unis. C'est donc l'occasion pour M. Mitterrand de renouveler son appel au rassemblement des Français. Dans cette patrie, nous sommes et devons être frères. Des frères, ça se querelle. Vous êtes les Français. Vous appartenez à la même famille. Si vous le voulez, nul ne vous l'impose. Rassemblez-vous pour que la France réussisse. Rassemblez-vous pour que la France gagne. Ayons le courage, la fermeté de caractère. Poursuivons notre route. Ne changeons pas tout le temps de cap, au point de ne plus s'y reconnaître. Tenons bon partout où il faut. Disons à ceux qui s'égarent, comme je le disais hier, près de Bayonne, la France, c'est une grande chose. Avant de quitter Mont-de-Marsan, M. Mitterrand a encore réaffirmé, comme à Bayonne, le principe de l'unité nationale, pas le moindre petit village en dehors de la communauté, ainsi que sa volonté de justice, tout particulièrement en faveur des plus pauvres. Et reposez-vous bien. Salut, hein. Nous sommes donc tous des frères. Vous avez entendu le chef de l'État, François Mitterrand, innove. Voilà un mot qui ne faisait pas partie du vocabulaire politique usuel, mais qui n'a pas choqué les habitants de Mont-de-Marsan. Ils ont entendu ce discours comme on écoute un sermon. Je ne sais pas si Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing ou Raymond Barre se reconnaîtront dans ce terme. Je ne sais pas s'ils estiment avoir un lien familial avec François Mitterrand, mais ils auront compris le sens de cet appel. Des frères, même s'ils se disputent, vivent sous le même toit. Ils habitent ensemble, ils cohabitent. La traduction politique de ce discours sur la fraternité est sans doute prématurée. François Mitterrand ne pensait peut-être pas à l'élection de 86 et à ses conséquences si l'opposition gagne. Mais la signification de ces propos apaisants n'aura sans doute échappé à personne. Nous avons eu ici en Aquitaine la confirmation visible du tournant pris par le pouvoir cet été. Le discours idéologique appartient désormais à l'histoire. Ce n'est pas un hasard si François Mitterrand n'a parlé à Mont-de-Marsan à aucun moment de la gauche ou du socialisme. Il a préféré parler de la patrie et de l'unité nationale. Il espère ainsi que les Français lui sauront gré d'avoir mis fin à toutes ces querelles inutiles. Mais le chef de l'État connaît trop bien la vie politique française pour savoir qu'au moment des échéances électorales importantes, l'affrontement gauche-droite reprend le dessus. Si c'est encore le cas en 1986, François Mitterrand devra peut-être s'engager davantage et indiquer son choix. Hier, M. Mitterrand avait mis en garde les réfugiés basques espagnols qui voudraient poursuivre leur lutte depuis le territoire français. M. Mitterrand l'avait fait dans un discours prononcé à Bayonne et dans lequel il s'était par ailleurs nettement prononcé contre toute idée d'indépendance du Pays basque français. Des prises de position très appréciées par les autorités espagnoles. D'ailleurs, la presse espagnole de ce matin salue le langage du chef de l'État et ce qu'elle appelle son appui sans équivoque à la démocratie de ce pays. M. Mitterrand a donc terminé aujourd'hui son voyage en province. Il a pu prendre connaissance du sondage publié par le Journal du Dimanche, un sondage réalisé par l'IFOP avant ce voyage en Aquitaine et qui indique un nouveau tassement de la cote de popularité de M. Mitterrand au mois d'octobre. 31% des personnes interrogées portent un jugement favorable sur l'action du chef de l'État. Ils étaient 33% au mois de septembre. Les avis négatifs fléchissent toutefois un peu, 52% au lieu de 54%. Tous les leaders de l'opposition baissent eux aussi dans ce sondage.
La police britannique a lancé une très vaste opération pour tenter de capturer les auteurs de l'attentat qui visait hier Margaret Thatcher. Un attentat qui a fait, je vous le rappelle, 4 morts et une trentaine de blessés à Brighton, dont le ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Tebbit. Dès l'annonce de l'attentat, on avait évoqué les faiblesses des mesures de sécurité. En fait, il semble ce soir, d'après les premiers résultats de l'enquête, que l'opération de l'IRA avait été préparée depuis très longtemps et que la bombe elle-même avait été placée depuis plusieurs semaines dans l'hôtel où descendaient Mme Thatcher et les membres de son cabinet. De Londres, Philippe Arroir. L'IRA avait placé la bombe de Brighton sous un plancher du 6e étage ou dans une chambre. La bombe était enveloppée dans du plastique pour éviter d'être repérée par des chiens renifleurs. Et rien ne dit que cette bombe n'ait pas été déposée il y a plusieurs semaines, ce qui signifierait que les terroristes auraient utilisé un système de retardement très sophistiqué. Cette hypothèse est prise au sérieux par le patron de la brigade antiterroriste, qui sait depuis longtemps à qui il a affaire. L'IRA est une organisation difficile à cerner parce qu'elle a éclaté en plusieurs morceaux, en cellules autonomes, depuis qu'elle est infiltrée par les services de renseignement. Il est bien possible que la direction générale ou le comité central, je ne sais pas comment cela s'appelle, à Dublin, ne savait pas que cet événement allait avoir lieu. C'est probablement fait par un groupe autonome qui fonctionne à Londres, qui est très efficace, qui a des qualifications militaires et qui a fait plusieurs attentats avant. Une deuxième enquête a été ouverte pour déterminer pourquoi la sécurité a été bafouée. Comment n'a-t-on pas pu déceler cette bombe? Il s'en est quand même fallu de peu pour que le Premier ministre et son gouvernement en entier ne soient anéantis. Madame Thatcher l'a dit, cet attentat ne change pas d'un iota sa politique vis-à-vis de l'Irlande du Nord. Sa politique aujourd'hui consiste à une coopération accrue entre Londres et Dublin, Irlande du Sud, contre l'IRA, ce qui est un véritable défi à l'IRA, qui a besoin de certaines complicités en Irlande du Sud pour survivre. Monsieur Fitzgerald, le Premier ministre d'Irlande du Sud, qui a été un des premiers à envoyer un message de sympathie, et Madame Thatcher doivent se rencontrer le mois prochain. Cela pourrait expliquer pourquoi l'IRA a frappé si fort et maintenant. Mais Dublin et Londres ont déjà fait savoir que la bombe de Brighton ne changerait rien à leur plan. Oui, cet attentat avait donc pour objectif d'anéantir le gouvernement britannique. On est donc passé tout près de la catastrophe. Et comme toujours dans de pareils cas, Margaret Thatcher et le gouvernement conservateur qu'elle conduit sortent renforcés de cette épreuve. Philippe Arroir. Tout continue comme d'habitude. C'était à peine 1 heure après l'explosion. Madame Thatcher, qui venait d'échapper miraculeusement à l'attentat, a montré aux Britanniques que pas une seconde il n'y a eu vacance ou même hésitation du pouvoir. Ils ont été gouvernés comme d'habitude. Le Premier ministre a fait son travail. Visite aux blessés. Prière émouvante pour les morts et leurs familles. Discours au Congrès conservateur, comme prévu, et affirmation que la démocratie vaincra et que le gouvernement ne cédera pas à la violence et au terrorisme. Democracy will prevail. Aujourd'hui, Margaret Thatcher fête ses 59 ans, en famille. En lisant les journaux, elle pourra constater qu'à peu près tous les chefs d'État et de gouvernement lui ont envoyé des messages d'admiration et de sympathie. Elle pourra constater aussi que la classe politique britannique, dans son unanimité, est derrière elle. Et elle verra aussi que la presse loue son courage et sa détermination. C'est un peu comme si elle avait pris la bombe et qu'elle l'ait relancée dans le camp des terroristes. Ces terroristes de l'Irak qui ont raté 2 fois leur coup. Non seulement ils ne l'ont pas tué, mais ils l'ont rendu encore plus populaire. En Turquie, de nouvelles arrestations de militants d'extrême gauche. 16 personnes ont été arrêtées par la police sous l'accusation d'avoir distribué des tracts hostiles au pouvoir du général Evren. Et aujourd'hui, justement, le président du groupe parlementaire communiste à l'Assemblée nationale, M. Lajouani, revenait d'Ankara. Il y a plaidé la cause d'Idir Aslan, un opposant dont la condamnation à mort vient d'être confirmée par le Parlement turc. Pascal Guimier. La Turquie, un pays membre de l'Alliance Atlantique et qui frappe maintenant à la porte de la communauté européenne. Un pays aussi qui vit depuis près de 4 ans sous la loi martiale.
Depuis le coup d'État militaire de septembre 80, officiellement 25 000 prisonniers politiques, 4 fois plus selon l'opposition clandestine. Officiellement toujours 15 morts sous la torture, près d'une centaine selon Amnesty International. Dimanche dernier, c'est un opposant de gauche qui était pendu. Avant-hier, c'est le Parlement turc qui ratifiait la condamnation à mort de Idir Aslan, membre d'une organisation d'extrême gauche. Une quarantaine d'autres militants risquent le même sort. Le Parti communiste français s'insurge. Il s'agit donc d'exécution. Vous voyez, on va pendre des jeunes hommes qui sont accusés pour des faits qui remontent à 4 ou 5 ans. On va les pendre pour des raisons politiques. C'est totalement étranger à toute conception d'un État de droit. Ce matin, on apprenait l'arrestation de 16 autres opposants de gauche à Ankara. Leur crime, avoir distribué des tracts hostiles au régime. Quant aux dirigeants du comité de la paix, ils n'ont pas encore été jugés. Eux sont détenus depuis plus d'1 an. Une confidence du vice-président américain Bush fait un certain bruit aux États-Unis. À défaut d'être élégante, elle a le mérite d'être claire. Après le duel qui l'opposait à Géraldine Ferraro, l'éventuelle vice-présidente de M. Mondale, M. Bush s'est vanté de leur avoir botté les fesses, c'est-à-dire aux démocrates, à travers la personne, si l'on peut dire, de Mme Ferraro. Malheureusement pour M. Bush, un micro traînait par là et la confidence est devenue publique, ce qui entraîne la colère des démocrates. De son côté, Ronald Reagan, sans doute plus galant, poursuivait sa campagne électorale hier en utilisant l'arme favorite des présidents d'avant-guerre, la plateforme d'un train. C'était presque comme au cinéma. Jean-Marc Ilouz. L'Amérique est sur la bonne voie, on ne fera pas dérailler notre renouveau national. Textuel, le président Reagan l'a dit, évidemment à bord d'un train, l'un de ces bons vieux trains de l'Amérique éternelle, et qui, longtemps avant l'invention de la télévision, permettait aux candidats d'aller prêcher partout la bonne parole. Après le cafouillage télévisé du président Reagan la semaine dernière, quoi de mieux qu'un train pour avoir de bonnes images à la télévision. Avec en sus, quelques coups de patte au rival démocrate Walter Mondale, accusé de vouloir augmenter les impôts, vider les caisses, casser le budget et promettre n'importe quoi. Il y a 36 ans, un bon président, Harry Truman, avait suivi pour sa campagne le même parcours. Truman était démocrate, manière pour le président républicain d'expliquer aux démocrates hésitants qu'il ferait mieux de monter à bord et rejoindre Ronald Reagan. Mise en scène sans défaut, on reparlera plus tard des problèmes de fond. La campagne continue, le spectacle aussi. Une nouvelle arrestation en Allemagne, c'est la conséquence de l'affaire d'espionnage qui secoue la République fédérale après que ses services secrets eurent découvert qu'un ingénieur allemand fournissait à Moscou des renseignements sur l'avion de combat européen Tornado. C'est un autre employé d'une usine d'armement qui a été arrêté la semaine dernière dans le cadre de la même affaire. C'est du moins ce que rapporte le journal conservateur allemand Die Welt. Et puis, toujours à propos des relations Est-Ouest, ce communiqué de l'agence TASS qui affirme que des missiles de croisière ont été installés sur des bombardiers stratégiques et sur les sous-marins de la flotte soviétique. Une information qui mérite une explication, Patrick Lecoq. Et peut-être même 2 explications à cette information donnée directement par le ministère soviétique de la Défense. Une explication militaire et stratégique, tout d'abord. Les soviétiques nous font savoir, à nous occidentaux, qu'ils ont maintenant maîtrisé l'un des problèmes les plus ardus des problèmes des missiles de croisière, un problème ardu puisqu'il avait bloqué les Américains dans leur développement de cruise missiles pendant plusieurs années, c'est celui du guidage terminal du missile. Un missile de croisière, pour être efficace, doit en effet s'approcher de très près de sa cible, presque pouvoir entrer par une fenêtre du Kremlin, disaient il y a quelques mois, sans vouloir faire d'humour d'ailleurs, les spécialistes américains. Alors ayant acquis cette technologie particulièrement avancée, les soviétiques veulent faire savoir aux occidentaux que dans la course aux armements, l'URSS a rejoint maintenant qualitativement les meilleurs produits de l'Occident. Du côté politique, 2 explications pour 2 objectifs probablement. Le premier des objectifs soviétiques, c'est M. Reagan. Les Russes ne se font plus beaucoup d'illusions sur le résultat des prochaines élections américaines. Ils avertissent donc Washington qu'en matière d'armement, rien n'est réglé, au contraire aujourd'hui, et qu'il faudra bien, après ces élections, se remettre à discuter, se remettre autour d'une table de négociation si l'on veut un jour stopper l'amoncellement d'armes dans les 2 blocs. Et puis cette annonce de la mise en service de missiles de croisière, qui est une surprise, a peut-être aussi un objectif purement interne à l'URSS. Tous les dirigeants du pays vont se réunir la semaine prochaine
pour un congrès dont on attend des décisions extrêmement importantes. Aujourd'hui, les militaires soviétiques qui sont puissants en Union soviétique ont peut-être voulu rappeler aux diplomates et aux politiques qu'ils étaient derrière mais qu'ils n'entendaient pas rester dans la coulisse. Cela fait aujourd'hui 26 jours que notre ami Jacques Abouchar est prisonnier des forces soviéto-afghanes à Kaboul. Jacques Abouchar capturé le 17 septembre dernier et qui devrait passer en jugement devant un tribunal révolutionnaire. 26 jours donc que Jacques est prisonnier pour avoir essayé de faire son travail de journaliste. Un avion cargo français est immobilisé depuis hier soir sur l'aéroport d'Athènes. Il transporte des armes, une cargaison qui n'avait pas été notifiée aux autorités grecques. Françoise Champet. Les autorités grecques retiennent depuis hier soir un cargo appartenant à une compagnie privée française et son équipage. Que leur reproche-t-on? De ne pas avoir respecté les accords de la Convention de Chicago qui réglemente le transport aérien d'armes. L'équipage aurait omis de communiquer leur plan de vol ainsi que la description du chargement. Parti de Rome vendredi, le cargo devait se rendre au Botswana pour y livrer 252 caisses d'armes italiennes. La police grecque, intriguée par cette négligence peu habituelle, a enquêté. Ils n'ont pu identifier avec certitude ni l'expéditeur ni le destinataire de la cargaison. D'autant qu'ils ont découvert quelques caisses étiquetées à destination de l'État d'Oman. Les 5 membres de l'équipage doivent comparaître devant un juge d'instruction pour infraction à la législation grecque sur le transport d'armes. La navette spatiale Challenger est revenue sur Terre tout à l'heure après une mission de plus de 8 jours. Les 7 astronautes se sont posés là où ils étaient partis, c'est-à-dire la base de Cap Canaveral. C'est maintenant presque la routine puisqu'une autre navette doit décoller le 7 novembre. Jacques Violet. Mission accomplie, Challenger rentre au garage après avoir fait 132 fois le tour de la Terre, soit quelques 5 600 000 km. Malgré quelques difficultés au début de la mission, les objectifs ont été atteints. Et souvent, c'est l'ingéniosité des astronautes à bord qui règle les problèmes. Par exemple, en orientant la soute de la navette au Soleil pour dégripper des panneaux solaires coincés par le froid. Malgré les robots et les ordinateurs, l'homme reste indispensable dans l'espace. Pendant cette mission, une Américaine est sortie pour la première fois dans le cosmos. Elle a effectué avec un de ses collègues une démonstration de ravitaillement en carburant de satellites tombés en panne sèche. Dans moins d'un mois, le 7 novembre, Discovery, le 3e exemplaire de la navette, repartira pour une nouvelle mission, récupérer 2 satellites en perdition. Là encore, l'homme sera indispensable à cet incroyable sauvetage. Oui, de son côté, Patrick Baudry, le second astronaute français, devrait prochainement aller se promener dans les étoiles. Le vol de la navette qui doit l'emmener est toujours prévu du 12 au 17 février prochain. Une mesure qui concerne les futurs propriétaires, ou du moins ceux qui peuvent bénéficier des taux que l'on appelle les PAP, c'est-à-dire les taux d'accession à la propriété. Ils baissent d'un quart de point, passant de 10,92 à 10,67%. Une mesure qui concerne 170 000 personnes et qui intervient le jour de l'ouverture du salon de la maison individuelle à Paris. Un salon qu'a visité pour nous Jean Pézieux, qui s'est notamment intéressé à un ordinateur qui devrait régler les problèmes des futurs propriétaires. Oui, là c'est trop petit. Là c'est trop petit. Ah oui. Agrandir ou diminuer soi-même la taille de sa maison selon la taille de sa famille, choisir un prêt et un terrain, tout cela est possible en même temps grâce à cet ordinateur, une des grandes nouveautés du salon de la maison individuelle. La maison sur mesure, c'est assurément la tendance des constructeurs qui ont réduit, avec la baisse du pouvoir d'achat en 7 ans, la surface moyenne des maisons de 10 mètres carrés. Le gouvernement a suivi en faisant passer la surface minimum pour le prêt aidé PAP de 60 à 48 mètres carrés. Est-ce que vous ne pousseriez pas finalement à tout prix les Français, quoi qu'il en soit, et avec des maisons très petites, à devenir propriétaires? Les cages à lapins, c'est trop. Ceci dit, un de nos constructeurs bien connus dit qu'il faut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Alors effectivement, aujourd'hui, devant la crise économique, les prestations, les surfaces diminuent. On ne peut pas faire autrement si on veut quand même donner satisfaction à l'immense demande qui est devant nous. Il faut faire un effort d'adaptation au marché dans une circonstance économique qui est dégradée. L'an dernier, en effet, les Français ont acquis 60 000 maisons de moins qu'il y a 5 ans et au deuxième trimestre, le dernier connu, les achats ont chuté de 11%. La dégradation pourtant est moins forte qu'avec les logements collectifs.
Ils sont désormais plus de 6 Français sur 10 à acheter une maison comme résidence principale. Ainsi, Alain Ledoy, monteur-câbleur, qui vient de s'engager pour une maison au sud de Paris. Ça nous apprend en revenant de vacances. On avait un petit ras-de-bol des HLM et tout ça. Bon, on a choisi une maison d'un 4 pièces puisque nous sommes 4. Bon, c'est la plus petite, mais ça nous suffit largement. 58 millions, 5 quoi. Donc le pape en prend presque la totalité. Nous, on a un petit apport personnel qui avait été aidé par les apports patronaux que nous avons droit. Et puis donc le pré-pape qui prend tout le reste. En région parisienne, depuis septembre, les constructeurs enregistrent une reprise des achats. Pour l'étendre à l'ensemble du pays, le ministre du Logement vient d'annoncer une nouvelle baisse du coût des papes, 10,67 au lieu de 10,92%. Un petit coup de pouce, mais qui devrait permettre à 220 000 Français, comme l'an dernier, d'acheter leur maison. Les tiercés du week-end maintenant, avec d'abord les résultats de la course d'aujourd'hui. Le prix de Mortemart à Auteuil, la combinaison gagnante, le 12, le 2 et le 11, vous devriez les voir, mais nous ne sont pas là, ce qui rapporte, voilà, pour 5 francs, 23 951 francs 50 et 2 830 francs 50 dans un ordre différent, toujours pour 5 francs. Le tiercé de demain, secours à Longchamp, Pierre Edbresse vous dit ce qu'il faut en penser. Tiercé dimanche à Longchamp dans le prix de Pontchartrain, une course qui a été rebaptisée pour l'occasion le prix Europe numéro 1. Il s'agit d'une course à handicap longue de 2000 mètres qui est ouverte aux chevaux et aux juments âgés de 3 ans et plus. Parmi eux, voici le choix que je vous propose. Ma favorite sera Miquette, le numéro 1, suivi de Prettle One, le numéro 9, Index to Forley, le numéro 5, Veilleuse, le numéro 8, Rebecca's Song, le numéro 7, Malacatel Scholl, le numéro 13, Belbury, le numéro 12 et Siama, le numéro 11. Retenez leurs numéros 1, 9, 5, 8, 7, 13, 12 et 11. La météo maintenant avec Alain Gillot-Pétré. On aurait pu reprendre le bulletin météo que vous faisiez hier, Brigitte Simonetta. Vous pouvez d'ailleurs reprendre celui de demain soir pour celui de ce soir concernant le temps de demain, compte tenu du temps qu'il a fait aujourd'hui, car nous avons toujours au-dessus de nos têtes un anticyclone extrêmement sympathique. Il ne bouge pas, rien ne change. Ça veut dire du brouillard le matin, du soleil l'après-midi. Alors regardez la carte, je vais vous répéter la même chose. La carte avec donc du brouillard le matin en toute région, sauf peut-être sur la Méditerranée, bien sûr. Attention, continuez à être prudent sur la route. Vous savez qu'il y a eu beaucoup d'accidents à cause du brouillard. Mais après le brouillard, c'est du beau temps. Sur la moitié sud, pas de problème. Sur la moitié nord aussi, on peut penser qu'il y aura un peu plus de stratocumulus sur l'extrême nord du pays, disons les Flandres, la Picardie, mais le soleil aussi fera des apparitions au nord. Voilà pour le temps de dimanche, qui sera d'ailleurs le même lundi. Côté température, rien ne bouge, c'est la même chose. Cela va de 15 à 18 degrés sur la moitié nord, 17 dans la capitale, et de 16 à 23 degrés sur la moitié sud, 21 à 23 degrés autour de la Méditerranée, 19 à 20 degrés sur le sud-ouest, 16 à 18 au centre. Voilà, pour terminer comme d'habitude, si vous me voyez derrière la caméra, demain c'est le dimanche 14 octobre, nous aurons 4 minutes de soleil en moins, levé 7h09, couché 18h03, et bonne fête à tous les justes. C'est Jacques Séguier qui vous présentera la toute dernière édition vers 23h20. Il recevra le docteur de Mondenard, spécialiste de la médecine sportive, qui dira s'il existe un miraculino. Bernard Hinault, qui fait donc actuellement un retour remarqué sur le podium. Demain, vos rendez-vous avec l'actualité sont à 12h45 pour Antenne de Midi et à 18h pour Stade 2. Bonsoir, à demain 20h.